Ok, vous êtes en direct, c'est parti. Non, moi. Tov et Rev Tov les Koulam. Ça me fait trop plaisir d'être là. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Bemet, 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 Bemet. Merci Hachem. Déjà, le cours, il est Ilou Nishmat, Nathan, Avram, Ben, Yosef, Verina, aussi. Et bon, déjà, on commence toujours les cours par 5 minutes de remercier Hachem. Donc, prenons le temps de remercier Hachem. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, la Kadosh Azé, que vous êtes là. Merci à toutes, vraiment. D'essayer de les akpid, les hotpo, kol, shavua, d'être là et d'essayer d'être là vraiment constamment, constante, tous les jeudis, parce que je sais que c'est vraiment pas facile. Et bien, Toda Rabba, vraiment, vraiment, on m'y colle à l'aise, parce que à chaque fois que je vous vois venir, je me dis, alors faut que je continue, et voilà, et c'est beaucoup, beaucoup de travail pour moi et tout. Surtout que là, je reviens de 3 jours, mais complètement crevée, et je me dis, haine, c'est pas une excuse. Rien n'est une excuse. Mais c'est pas parce que tu as marché 3 jours dans le désert à Eilat que ça y est, tu vas. Et du coup, ouais, tu vas. Exactement, pas du tout. Donc, Toda Rabba Kadosh Baruch Toda Tate, Mamash, Mamash. J'ai fait que le répéter là-bas, mais c'était tellement hors du temps ce qu'on a vécu. D'ailleurs, bien sûr, le cours, il va parler de ça, parce que moi, je me nourris de mes expériences. Donc, moi, je savais pas de quoi le cours il allait parler jusqu'à aujourd'hui, mais je savais que j'allais me nourrir de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Et je me suis dit, ok, j'étais en Tioul, j'ai fait un massa. Bon, il n'y a rien de nouveau dans ça, hein, mais c'est quoi un massa? C'est quoi la mashmaout? Et là, les gens, ils commençaient à me donner des idées parce qu'on avait beaucoup de temps, donc on parlait sur le chemin. Et ils disaient, ouais, c'est les aliotes, les yéridot, tu montes et tu descends. Pour le coup, on est vraiment monté, monté. Et plus on montait, et puis on se rendait compte qu'en fait, il y avait encore et encore et encore. Et heureusement que j'ai pas lu les bicorettes, genre, vous savez, les commentaires qu'il y a écrit sur TripAdvisor, je sais pas quoi, quand tu montes cette montagne, il y avait écrit Alia Ensofit, genre la montée de l'extrême à l'infini, genre sans fin. C'est vrai que heureusement, j'ai pas lu ça parce que je l'aurais pas fait. Psychologiquement, ça aurait pas été possible. Donc voilà. Mais c'est pas ça le sujet. En fait, c'était le deuxième jour. Donc le premier jour, il faisait très très beau. Ok, c'était lundi. Lundi, c'était le premier jour de Tioul. On est parti à 3 h du matin d'Ashdod. On est arrivé vers Eilat comme ça, enfin un peu avant, vers, je sais pas, 7 h du matin, 8 h du matin, le temps qu'on se mette à marcher, 10 h du matin. Il faisait très chaud le premier jour, mais genre 40 degrés. On s'est jamais dit que le lendemain, il allait pleuvoir. Mais on le savait, hein, on le savait depuis 2 semaines, on s'est couvert et tout, machin. Mais là, soleil de plomb, on monte, on monte, on monte. On arrive au camp le soir, on fait le feu de camp, très bonne ambiance. On part du Koach Hatfila et Koach Haimuna parce que c'était le sujet, parce que la marche a été les Ilou Nishmat Nathan. Donc, on voulait parler de la force de la prière, la force de la Haimuna. On a fait Afrajatrala, on a vécu des choses de fou. Baruch Hashem, vraiment, ça s'est super bien passé. Le lendemain, on se lève, on a eu la bracha, que pile quand on s'est levé, à 8 h du matin, il a commencé à pleuvoir. Et qu'au moins, toute la nuit, on a bien dormi, on a eu chaud. En plus, il faisait chaud dehors, grave. On était en manche courte et tout, vraiment. Et là, le deuxième jour, il a plu toute la journée. Et du coup, on a dû changer notre masloul parce que à cause des shitphonotes. Genre, en Israël, il y a je raconte pour les Français qui nous suivent aussi, il y a un événement naturel, surnaturel, je sais pas comment on dit, où il y a en fait de l'eau qui rentre dans les fosses, où on rentre dans les grottes du canyon. Et du coup, on peut pas. Le canyon, c'est genre le canyon style. Voilà, vous savez quoi, les canyons, pas les canyons, les magasins. Ok, qui est pas de sous-entendu. Et du coup, on a dû changer notre masloul. Donc, moi, j'étais super contente parce que déjà, le premier jour, on était HS. Je me suis dit, il y a encore 2 jours de marche. Donc, je me voyais pas encore monter, monter, monter. Et du coup, on a fait, soit tu fais 8 km en montée, ce qui est pas beaucoup, mais c'est vraiment physiquement crevant. Soit tu fais 20 km en marche plate. Ok. Donc, du coup, on a fait 20 km en marche plate. Mais dans la boue, dans le froid. Et j'étais tellement trempée que ça a transpercé mes 3 couches de vêtements. Et que même j'étais trempée de ma sueur à moi déjà parce que j'avais chaud sous mes vêtements. J'étais trempée de la pluie. Et là, j'étais là. J'arrivais même plus à avancer. Je reculais. Genre vraiment, j'étais dans la boue comme ça. Et à un moment, tu vois, tu es sur 20 km. Donc tu marches, tu parles avec les gens 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais c'est long, tu vois, ça se finit pas. Et tu vois juste l'horizon et tu vois que ça se finit pas. Il n'y a même pas un arbre où s'abriter. Et tu es là comme ça dans la pluie, comme à l'armée. Genre vraiment, c'est ça qui vivent à l'armée, quoi. Et moi aussi, j'ai fait l'armée, mais dans les avions. Donc c'est pas du tout la même chose. J'étais pas combattante. Mais je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là?
j'ai un moment, j'étais toute seule, parce qu'il y avait des gens devant moi, derrière moi, et tout le monde marchait tout seul à un moment. On avait tout est là pour nous, là, comme ça. On voyait les voitures à côté, ils nous klaxonnaient. Ouais, ouais, je crois qu'ils croyaient qu'on nous faisait partie de la manifestation Démocratia. On était avec les drapeaux, en plus d'Israël. Ils ont dû dire, c'est sûr, c'est genre les trucs de l'Afghanote, Démocratia et tout, de la gauche, alors que pas du tout. En plus, il était hyper vénère, le racasse, genre le directeur, il a dit ouais, maintenant il croit qu'on est des gauchos alors que pas du tout. Bref, c'était trop marrant. Et quoi, et donc on marchait comme ça, et moi, plus je rentrais dans la boue, et plus je voyais que j'étais loin de tout le monde, et je, oh là là, Hachem. Et là, j'étais avec Hachem toute seule, moi et le désert, et je me dis, mais j'étais seule, et la seule chose que je pensais à ce moment-là, c'est que je pleurais intérieurement, de pas waouh, c'est trop beau ce que je fais, ou waouh, Hachem, je pleure de Hitrak Shoot, ou oh là là, d'émotion, ou je sais pas. Non, je pleurais parce que je me dis waouh, je suis quand même en train de vivre un truc de ouf. Genre vraiment, qui fait ça, qui marche dans la boue comme ça pendant 3 jours, qui fait ça? Et je me dis, mais il y aura mes frères, les béné Israël, genre de France, ils pourront pas vivre ça. Et j'arrêtais pas de penser à eux. Et genre, je pleurais vraiment intérieurement. Je me dis, ah là là, mais c'est trop beau, mais ils voient pas tout ce que je vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, sur Instagram, je veux montrer sur Facebook et toutes les plateformes aux gens, c'est quoi vivre en Israël. Et le cours que j'ai construit un peu ce soir, il est en 2 parties, en fait. C'est, en gros, ça parle de la mission des parents de faire venir ses enfants en Israël. En fait, je suis partie du principe que quand j'ai fait ce Massa-là, on l'a fait avec le Gourarié. Donc, c'est un programme Massa qui entraîne à l'armée avant que les enfants rentrent à l'armée. Et j'ai parlé avec eux et je voyais que les enfants, ils parlaient de leurs parents. Et leurs parents, ils n'étaient pas trop pour qu'ils viennent en Israël. Ils n'étaient pas trop pour qu'ils fassent un programme. Ils n'étaient pas pour qu'ils fassent l'armée. Ils étaient contre. Et moi, je me suis dit, mais attends, là, je suis en train de vivre un truc de fou. Les Français, eux, qui regardent mes vidéos et tout machin, ils vont jamais vivre ça de leur vie, ok? Maximum, ils vont prendre un billet d'avion pour aller, je sais pas où. Voilà, pour eux, Israël, c'est les vacances. Allô, Israël, zélo, makom chez la noire. C'est pas un endroit pour se reposer, Israël. Mamash, lo, kol, daka, beret, Israël. Que chaque minute en Eretz Israël, c'est kadosh, mamash. Ok, faut pas faire un bisbouze de Zman. Il faut pas avoir un. Comment j'ai un bisbouze? Ouais, faut pas gaspiller son temps ici. Ok, bon, ça m'arrive de faire des siestes en milieu de journée comme ça veut rien dire du tout. C'est du bisbouzman, je le dis à moi-même. Mais il faut comprendre l'importance. Et on dit que Bechol Makom Shani Oler, l'Eretz Israël. Chaque endroit où je vais en Israël. Chaque pas que je fais en Israël, c'est une mitzvah. Imaginez combien de mitzvahs j'ai fait, moi, en marchant, juste en marchant en Israël. Les gens qui marchent en France, ils font pas de mitzvah, ok? Il n'y a pas de mitzvot. Donc, ceux que le sujet dérange, ça veut dire qu'il est fait pour vous. C'est-à-dire que plus le sujet il va vous titiller, plus vous allez voir le titre du cours, votre mission c'est de faire venir vos enfants en Israël, plus vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo et vous dites non, ça veut dire que c'est fait pour vous. Parce que c'est le émet, et le émet il dérange. Le vrai, la vérité, c'est ça qui fait mal en fait, c'est ça qui dérange. Et aussi parce que je me suis dit, on a un devoir de réprimander son frère. Hein. C'est quand tu sais que quelqu'un fait une erreur ou fait quelque chose qu'il ne faut pas et que tu veux lui montrer le émet, ok? Et ben ça passe par apprendre c'est quoi et connaître c'est quoi. Mais en fait, je suis partie d'une réflexion, mais toute simple. Et je me suis dit, ok, l'éducation qu'on a eue de nos parents, elle a 2 choses hyper importantes. Les gens, ils font que la première partie, malheureusement. Eux, ils veulent que leur enfant, il soit quoi? Religieux et juif. Ok, on est d'accord, tous, Bédérer à Torah, machin, truc et tout. Mais ils oublient l'essentiel. On est d'accord que les femmes, elles prient devant les bougies. Oui, Hachem, Bezrat Hachem, Shili, Yeled, Sadik, Bari, Véchalev, et que mes enfants, ils soient comme ça, et nanana. Ils prient pour la réussite de leur enfant au niveau de la Torah. Mais il y a un deuxième point, c'est qu'il faut prier pour que son enfant vienne en Israël. Et en fait, même dans l'éducation scolaire, il y a un gros manque par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va te parler du Chumash, on va te parler des parachiotes, on va te parler de la cache-route, on va te parler de la Teshuvah, on va te parler de la Emouna. Mais pour moi, au moins une fois par mois, on devrait faire un cours des jeudis sur Eretz Israël. C'est la base. Comment tu veux être un béni Israël, être un juif, si t'as pas la partie Eretz Israël? Tous les jours dans la Mida, tu parles d'Eretz Israël. Le Birkat Amazon, tu parles d'Eretz Israël. Tu te maries, tu parles d'Eretz Israël. Brit Mila aussi, tu parles d'Eretz Israël. Tu parles tout le temps d'Eretz Israël, mais tu le vis pas.
Et toi, tout ce que tu veux, tes parents, ils te disent, c'est avoir une éducation, Bezrat Hachem. Oui, mon fils, j'aimerais qu'il soit médecin, qu'il réussisse dans la vie. Voilà, et j'ai peur pour lui en Israël. Mais en fait, cette peur-là, on a dit, c'est quoi la peur? C'est un manque de Emouna. C'est juste que t'as peur, c'est normal, c'est ton enfant. T'as pas envie il prenne des chemins voilà, que tu connais pas. En fait, c'est partir vers l'inconnu. C'est se jeter un peu dans le vide. Et moi, je me dis, la cabode à tous ces jeunes qui viennent ici et toutes mes copines aussi qui sont madrichotes et qui habitent seules ici. Et quand j'ai parlé avec elle, une d'entre elles hier, elle m'a dit, chaque année, ma mère, elle me disait, allez, cette année, tu rentres. Et cette année, tu rentres. Et cette année, tu rentres. Mais ils ne se rendent pas compte du courage des enfants de venir ici. Vous savez, c'est quoi habiter en Israël? Voilà, on va dire aux parents, vous savez, c'est quoi habiter en Israël? Vous savez, c'est quoi se battre pour ses convictions, pour ce qu'on a envie, pour... Je sais pas, genre, pourquoi on doit faire comprendre ces choses-là? Pourquoi il n'y a pas un programme à l'école éducatif sur Eretz Israël? Moi, quand on faisait ce tchioula, on était avec des jeunes. Et ces jeunes-là, ils étaient en train de faire le Massoud. Ils avaient quel âge? J'avais 12 ans, 13 ans. Mais ils marchaient, ils couraient sur les pierres et tout. Et nous, on était là, les petits Français, hyper compliqués. Et je parlais à un Israélien qui faisait le Massoud avec nous, le Massa. Et je lui ai dit, waouh, on croise toutes les écoles. Il dit, bah oui, c'est au programme, on doit connaître Israël. Au programme, on doit venir, on doit aller sur les kivrets de Sadikim, on doit aller. Il y a plein de choses à faire. Vous n'avez pas ça en France? Je lui dis, mais non, mais en France, qui va aller faire une randonnée? Qui va aller marcher en Auvergne ou en Aquitaine? Je sais pas, au musée de la Pantoufle et de la Charentaise. Je ne sais pas. Non, je lui ai dit non. Il était choqué. Il m'a dit, ah bon, c'est un truc de fou. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, c'est logique. Parce que moi personnellement, je voulais pas faire mon alia, ok? Moi, c'est mes parents qui ont eu Baruch Hashem, ils ont eu la mitzvah de faire venir leur enfant en Israël. Pour le coup, ils nous ont tirés par les cheveux, au sens propre. Ils nous ont dit, allez, vous venez avec nous. Rien à foutre. Moi, j'étais bien à Paris, dans mon confort. Je voulais faire mes études d'art, dans le design. Et j'étais, en plus, après 12 ans de scolarité en école juive, je me suis retrouvée avec des pathos. Je découvrais Paris. Bon, voilà, j'étais bien, quoi. La petite religieuse, mais sympathique. Et là, du jour au lendemain, mes parents, ils ont dit, on vient. Et j'ai dit, ok, bah, si on vient, eh ben, je vais faire la Mechina Bar-Ilan. Et après, je vais rentrer à l'armée parce que j'ai des convictions. J'ai envie de rentrer à l'armée. J'ai envie de servir mon pays. Et après, j'ai fait mes études et tout ça. Et ça m'a forgé. Et ça fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, tu prends un Israélien à 18 ans, tu prends un Français à 18 ans. C'est pas la même donne, c'est pas la même chose. Je suis désolée. Et les gens, ils le savent. Les Français, ils le savent. Ils le savent que ceux à 18 ans, ils réfléchissent plus. Après le bac, ils font leur première année d'études. Pour qu'au final, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, moi et mes copines, on est au même point. C'est-à-dire qu'elles ont fini leurs études, j'ai fini mes études, sauf que moi, j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et j'ai une liste interminable de choses que j'ai faites derrière moi. Mais on a dit à chaque fois, c'est quoi le tarlit? C'est quoi la base? C'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Et on va venir parce que le cours, je vous ai dit, dans deux parties. Donc la première réponse, c'est concret, dans le sens où on va parler de la tfissa des parents. Ça veut dire la vision des parents et comment les parents et les enfants, ils arrivent à dialoguer par rapport à le fait de venir en Eretz Israël. Et la deuxième, c'est plus thoraïque. C'est le Rav Kook. Il va nous expliquer vraiment, parce que pour moi, le Rav Kook, c'est dans son livre Oroth, il parle de Eretz Israël. Enfin, je sais pas, je le dis à tout le monde de lire parce que c'est vraiment la pensée de Eretz Israël dans sa globalité, sa totalité. Et ce qui est bien, c'est qu'il ramène aussi d'autres sources qui contredisent sa source et pour prouver en fait ce qu'il dit que c'est vraiment vrai, quoi. En quoi c'est... Voilà, je vais vous vraiment donner des preuves. Là, je sors toutes mes cartes. J'avais fait déjà un cours qui s'appelle Srout, la gourbe et Eretz Israël, c'est-à-dire la chance d'habiter en Eretz Israël. Donc là, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas raconter les mitzvot que ici on peut faire et que là-bas on ne peut pas faire. Je vais en parler vite fait. Mais déjà, c'est plus cette relation d'éducation, de transmission entre la mère et son enfant, entre les parents et ses enfants. Comment ça se dialogue ça? Parce qu'il y a un énorme fils-fous, et Bémet, Animishtamechet, Miamila, fils-fous. Vraiment, j'utilise le mot fils-fous, c'est-à-dire un... Comment on dit un fils-fous? Pas un manque, ouais, c'est quelque chose qui est raté, un ratage. C'est un ratage de la part de beaucoup de gens dans l'éducation francophone, je trouve, qu'on ne parle pas assez d'Eretz Israël. Pour moi, Eretz Israël, c'est pas manger des pitotes falafel à Yom Ha'atzmaut. C'est pas folklorique. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait que Yom Ha'atzmaut, c'était manger local. Voilà. C'était manger local. Non, non, non. Mais qu'est-ce que je savais de Eretz Israël? Rien du tout. Je l'ai su parce que Baruch Hashem, j'ai fait des gadnas, j'ai fait
Voilà, comme ça, j'ai connu Israël. Mais quand tu entends qu'un enfant, il te dit qu'Israël, c'est les vacances, qui te dit que, ouais, tes parents, ouais, j'ai travaillé toute l'année, mon fils, pour qu'on vienne en vacances en Eretz Israël et tout. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est pas des vacances. Genre, c'est ça qu'en fait, je veux faire comprendre. Et vraiment, l'histoire, enfin, de manger un falafel à Yom HaAtzmaut, les gens qui se ramènent dans leur communauté comme ça, j'adore parce que j'ai parlé à quelqu'un, de très proche d'ailleurs. Je lui ai dit, bon, alors c'est quoi pour vous Israël et tout? Qu'est-ce que vous faites, genre Yom HaAtzmaut? Ah ben, on se rejoint dans notre communauté, on fait une fête. Comment tu veux fêter l'anniversaire de quelqu'un qui n'est pas présent? Voilà. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui manque. C'est-à-dire, la personne que tu veux fêter son anniversaire n'est pas là. Voilà. Il est en Israël. C'est Israël. Tu fêtes Israël. Donc, voilà. Donc là, je m'en fous que je vous parle vraiment spontanément parce que faut qu'il y ait un moment, un déclic dans nos têtes et il faut un moment prendre des risques dans sa façon de parler et pour qu'il y ait une prise de conscience, en fait. Parce que malgré toutes ces peurs et toutes ces craintes, il y a des barrières à faire tomber, il y a des choses qu'il faut vraiment se dire, il faut changer. Il y a des choses à changer. Bémet. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Donc j'ai écrit, il faut que tu apprends à ton enfant, c'est quoi Eretz Israël? C'est-à-dire que, ok, ils peuvent pas venir en Eretz Israël. Maintenant, vous dites pourquoi? À vous, je vous parle parce qu'on connaît tous des gens dans notre famille. On a tous un frère ou une sœur qui habite en France ou des parents qui sont divisés entre Israël et la France. Ils sont là au milieu et voilà, mais on sait que, par exemple, voilà l'histoire des falafels, mais c'est aussi tu manges la pkela, c'est pas pour ça que tu es tunisienne et que tu vas retourner en Tunisie. Donc ça s'arrête pas à un plat. C'est méver les c'est méver. Genre la koufsa, genre la tête mais à koufsa, c'est vraiment sortir d'un cadre construit comme ça. Donc apprendre à son enfant c'est quoi Eretz Israël? C'est lui acheter des livres qui va lui parler de Kiyum Dina, de l'indépendance d'État d'Israël, de lui raconter un petit peu l'histoire, qui connaissent c'est quoi son pays, ses origines, qui connaissent un minimum, qui peut pas dire que ce qu'il connaît d'Israël c'est la plage de Tel Aviv. C'est pas possible que être juif c'est être religieux orthodoxe, ok? Et ça, on va en parler quand on va parler du Rav Kook. C'est-à-dire être très, très religieux en France, ok? Créer des communautés en France, faire des choses, c'est très, très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut continuer à le faire en mode datilomi, genre religieux sioniste. Et bon, après, il y a d'autres arguments, on va aussi en apporter. Et voilà, donc quand je dis ça, moi, je parle... Voilà, je connais les parents, ce qu'ils ont à dire, mais moi, j'entends vos enfants. Et j'entends aussi le message qu'ils ont de j'ai pas envie de transmettre cette peur à mes parents et j'ai envie de l'écouter et tout. Mais ma mère, elle est pas pour. Mais mes parents veulent pas. Mais chaque année, ils veulent que je revienne et que c'est compliqué, quoi. Bon, c'est normal. Mais déjà, on a dit que cette peur de l'inconnu, c'est un manque de Emouna. Nahon, on a dit que à cause, et bah, michoser Emouna. Tout vient du manque de Emouna. Donc toi, tu as un objectif de vie. C'est quoi? C'est déjà, tu le transposes sur ton enfant, cet objectif de vie. Tu veux que ton enfant y réussisse. Surtout les mères tunisiennes. Elles vont dire, alors moi, mon fils, il va être médecin, il va être avocat et il va avoir une bonne situation. Parce que pour toi, réussir, c'est avoir un bon métier. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs catégories. J'ai noté 4 catégories de parents. La première catégorie de parents, c'est ma fille, elle fait des études et elle aura un métier. Voilà. Ma fille fait des études, tu auras un bon métier, Bezrat Hachem. Deuxième catégorie, c'est les parents qui disent fais ce que tu veux. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, mais en France. Ok? C'est-à-dire, t'es pas obligé, t'es pas scolaire, machin, fais ce que tu veux, mais en France. Troisième catégorie de parents, c'est moi, je respecte pas le choix de mon enfant d'être parti. J'ai l'impression que c'est un abandon, je le vis mal. Voilà, je dois l'aider financièrement, il y a beaucoup de choses. Je le vois qu'il est pas bien, qu'il est triste, qu'il n'a pas de repères, qu'il n'a pas de famille, très compliqué. Et il y a la quatrième catégorie, c'est je respecte son choix et je suis fière. Alors, la catégorie je respecte son choix et je suis fière qu'il habite en Israël, ça représente à peu près 2% de tout ce beau monde, ok? C'est-à-dire qu'il y a 2% des parents qui vont dire mon fils, je suis fière de toi, et voilà. Généralement, ça arrive après au moins la quatrième année. Après qu'ils ont fait des études, qu'ils ont fait leurs preuves, il faut que les enfants ils fassent leurs preuves en Israël pour que les parents soient fiers d'eux. Donc voilà, ça c'est vraiment 2% de la population euh, juives et pas les mères tunisiennes. Elles ne sont pas dans ces 2% là parce que les mères tunisiennes vont toujours attendre que son fils il revienne à la maison et tout. Alors que voilà, il est bien en Israël, bon Hachem.
Alors maintenant, c'est quoi le courage de le faire? Parce que toi, vu que tu as peur de l'inconnu et tout, tu sais pas ce que c'est habiter en Israël. Tu l'as jamais. Comment tu veux éduquer ton enfant sur quelque chose que tu ne connais pas toi-même? Donc déjà, il faut que le parent s'éduque lui-même. Moi, je le dis ça à moi-même. C'est-à-dire que moi, plus tard, Besrat Hachem, pour mes enfants, aussi, j'ai fait un tchoul il y a 3 semaines. Et j'étais avec une Mora Derer. Et elle habitait dans un moshav, mais complètement perdu, genre à 4 heures de route d'ici. Et ses enfants, elle leur explique c'est quoi la nature, elle leur explique tout Israël, tu vois ça, sa faune, d'arôme. Mais c'est beau, genre, c'est genre, ça c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation complète. C'est mon enfant, il va être juif religieux, mais il va aussi connaître c'est quoi la terre d'Israël, ok? Parce que Béné Israël, c'est vraiment être un juif en Israël. T'es pas un Béné Yaakov. Yaakov, c'était le nom d'Israël avant qu'il habite en Israël, Nachon. Et ben là, c'est un Béné Israël. Il y a les Béné Yaakov qui habitent en France, en Galoute ou n'importe où, et il y a les Béné Israël. Maintenant, j'ai écrit aussi, ça ne suffit pas d'être un bon juif de loin, il faut être un petit juif de près. Voilà. Kol Aliyah, Kol Yerida, il est les Tzorer Aliyah. C'est-à-dire toute descente, c'est fait pour remonter. Ok. Comme moi dans mon massa, on montait, on descendait, on montait, on descendait. C'est que un moment dans la vie, il va falloir que, à chaque fois je le dis dans mes cours, il faut que tu sors de ta zone de confort. Il faut un moment que tu lâches prise parce que sinon, il n'y a rien qui va changer et ta vie, elle va être plate et monotone et tu vas t'ennuyer et ça va être compliqué et tout ça. Donc, Bémet, l'archavazé. Voilà. Après, voilà, on a donné la catégorie des parents. Donc ça, c'était pour un peu... voilà. Après, chaque parent peut écrire c'est quoi la catégorie qui se situe. Voilà. Je suis catégorie 1, 2, 3. Bref. Euh, Toujours dans la relation par-enfant, quand on dit que je veux que mon enfant il ait un futur et qu'on parle de religion et tout ça, euh, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Moi, j'ai... Ah oui, ben voilà, c'est ça. Euh, on dit que toute la Torah Kulo, elle est basée sur Eretz Israël. Pourquoi? Parce que dans la Torah, tout est référencé à Eretz Israël. Nahon, on a dit. Dans la Tefila aussi, on a dit tout est référencé à Eretz Israël. Maintenant, sinon, ah oui, j'ai écrit que là, on se prépare justement dans 3 semaines, Bezrat Hashem, on aura Pessah, et on va être confronté à. En plus, la dernière fois, ce qu'on dit dans la Gada de Pessah, c'est quoi? Veshana Abba Birushalim Abnouya. Ok, Veshana Abba Birushalim Abnouya. Ça veut dire que même dans la Haggadah, il y a écrit que tu dois venir en Israël. Bon, après, si les gens, ils n'ont pas compris, je sais pas. Bon, bref. Bah, ça veut dire que à chaque fois, Hachem, il te met des petits rappels. Ouh, tu l'as vu celui-là, tu l'as vu. Genre, tous les jours, tu l'as vu, tu l'as vu. Et là, bon, voilà. Et moi, je dis qu'il y a les juifs de Galoute et il y a les juifs qui habitent dans les restes Israël. Et les juifs de Galoute, c'est pour moi les juifs qui sont en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout le monde n'est pas sorti d'Égypte. Et que ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, c'est ceux qui étaient bien en Égypte. Et ils ont dit, moi, je suis bien, je suis dans ma zone de confort, je ne veux pas partir, on a tout. Et là, aller vers l'inconnu, dans le désert, marcher, je ne fais pas. Et du coup, eh ben, ils sont restés en Égypte. Voilà, il faut savoir que je ne sais pas combien de pourcents, mais vraiment très très peu de juifs de Béni Israël sont sortis au final. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui sont morts pendant la dernière plaie. Hein. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour la première partie sur concrète. Maintenant, la partie thoraïque, et avec ça, je vais un peu développer, c'est la pensée du Rav Kook. Alors, le Rav Kook, il dit quoi? Et là, c'est magnifique. Poum. Là, vous allez tout comprendre. Le Rav Kook, dans son livre Oroth, ok, il parle des restes Israël. Et là, il dit quelque chose de très, très beau. J'ai écouté, en fait, un cours un peu long du Rav Uri Cherki, qui dure 1 heure, de la Yeshiva du Machon Meir. Et là-bas, il parle, il est vraiment dans l'avant-propos, l'introduction du livre Oroth. Ok, il faut savoir que le Rav Kook, il a écrit plein de livres. Et son fils, il a écrit tous les sources. Parce que lui, il a écrit tout d'un trait, comme ça, mais il n'a pas écrit les sources. Donc son fils, après, il a dû ramener toutes les sources de ce que son père il avait écrit, et plus des commentaires, et rajouter des trucs et tout. Et il dit quoi? Il dit que il parle du kli et du tochen. Alors, c'est quoi un kli et un tochen? Un kli, c'est un ustensile, ok? On va dire, il y a un contenant et un contenu, ok? Un kli et un tochen. Le tochen, c'est le fondement, le contenu, ok? Et il dit que la Torah, c'est le tochen. Et le kli, c'est l'ustensile, donc, qu'est-ce qu'il contient? Par exemple, la Torah, c'est le manger, ok? C'est la nourriture spirituelle. Et l'ustensile, c'est genre la grosse casserole. C'est quoi? C'est le Ham Israël, mais pas tout seul. C'est le Ham Israël Be'artso. C'est-à-dire le Ham Israël et
Eretz be'am. Le Eretz, c'est-à-dire le pays, et Am, le peuple. Ok. Ça veut dire que l'un dépend de l'autre et l'un dépend de l'autre individuellement. C'est-à-dire que tu as Eretz Israël, c'est le pays, mais s'il n'y a pas d'habitants en Eretz Israël, ça ne sert à rien, on est d'accord? Mais c'est un pays tout seul, sans habitants, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc ça, c'est Am Israël et Atso. Eretz et Am. Le pays et le peuple. Et ça, c'est le Kli et le Tochen. Et le Rav Cherki, il dit quoi? Que le Kli, c'est-à-dire le Am, il vient avant la Torah. C'est-à-dire que le pays, il vient avant la Torah. C'est pas lui qui le dit, c'est dans le Sefer HaKuzari. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le roi Kuzar, il demande aux Béni Israël en quoi vous croyez? En quoi croyez-vous, les Béni Israël? Et le juif, il répond, je crois en Hachem, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a donné la Torah au Har Sinaï. Donc là, il donne une référence chronologique. Je crois en Hachem, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, qui nous a fait sortir d'Égypte. Ok, c'est faire Bereshit, c'est faire Shemot. Et après, il dit et qui nous a donné la Torah au Har Sinaï. Ok. Donc là, il a donné un truc chronologique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les bénis Israël et après, il y a la Torah. Ça veut dire que le kli, l'ustensile, a été créé avant le manger. Ok, ça veut dire que le Ham Israël, le peuple juif, et le Hartso, la terre d'Israël, a été créé avant la Torah. Voilà. Et donc, c'est pourquoi? Parce que déjà, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Ham Israël, il n'y a pas de pays. Mais s'il n'y a pas de Ham Israël, il n'y a personne pour étudier la Torah. Donc l'un dépend de l'autre, bien sûr. Et, ah oui, et aussi une petite parenthèse, on dit que les tzadikim, ils ont, quand ils sont enterrés en Chutz La'aretz, eux, ils ont un carré spécial où c'est... Genre, là où ils sont enterrés, c'est une part d'Eretz Israël. Ok, ça, c'est écrit aussi dans le livre L'Ikouté Etzot, dans l'Ikouté Moharan. Dans tous les livres, c'est écrit que vraiment, là où sont enterrés les tzadikim en Chutz La'aretz, par exemple, Rabbi de Lubavitch, le Baal Shem Tov, Rabbi David Pinto, non, Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Chaim Pinto, au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une part d'Eretz Israël à leurs pieds, à ce moment-là. Ok. Donc voilà, il y a aussi des gens qui sont en shlichut, hein, les rabbinim qui sont là-bas. C'est pour pas que les communautés y tombent à chaque fois. Voilà, c'est important. Maintenant, donc voilà, on a dit qu'en fait, vous vous rendez compte comment c'est incroyable déjà que le Ham Israël et le Hartso, ils passent avant la Torah, quoi. C'est voilà, Naaseh Venishma. C'est-à-dire que après, il y a une magnifique parabole. Il dit que ça a été donné en tant que don. Un don, c'est quelque chose de désintéressé. Et il y a un héritage. L'héritage, c'est quelque chose de formel, de légal. C'est plus compliqué. Voilà, c'est un héritage. La terre d'Israël a été donnée en héritage et la terre d'Israël a été donnée en don, en cadeau. Et un cadeau, c'est plus spontané, c'est plus beau. Et en fait, il y a les deux formes. Et après, il parle de ça et tout. Voilà, c'est trop beau. Et après, j'écris c'est-à-dire, il y a des gens, ils disent des fois, moi, il me manque rien. Ok? Tu peux pas dire ça si tu es en galoute. Rasvé shalom, genre. Même nous, quand on est en Israël, on peut pas dire ça. On doit dire, genre, moi, il me manque déjà la Yeshua, il me manque Bezrat Hashem, le Mashiach. Mais on peut pas dire, les gens qui sont en galoute, ils peuvent pas dire, moi, je suis bien. Genre, voilà. Moi, je dis, quand je suis montée en Israël, donc on a fait notre alliance en fin juillet, début août. Après, il y a eu le mariage de ma grande sœur. Et au mois de septembre, on est allés tous au Kotel. Et non, c'était au mois d'octobre. Et c'était pendant les fêtes de Tishri à Soukot. Et c'est la première fois où on voyait Birkat à Kohanim. Il faisait hyper chaud et tout. Et là, il y avait tous les Kohanim comme ça. Et là, mais j'ai pris une claque. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, waouh. Et un voile, il est tombé. Ma mâche, un voile de... Genre, en mode, j'ai retrouvé la vue. Genre, j'avais honte de moi. Genre, j'avais vraiment honte à ce moment-là que toutes ces années-là, j'étais dans le sheker de me dire, je suis dans ma complainte, je suis bien en France, tout va bien, nan. Et là, au moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, un voile, il est tombé. Je me suis dit, oh là là. Et là, j'ai commencé à vraiment découvrir c'est quoi Eretz Israël, parce qu'avant, en vrai, j'y connaissais rien, quoi. Je savais dire Aniro Tsaglida, comme tout bon bon juif français, quoi, qui vient en vacances juillet-août. Mais voilà, genre, à ce moment-là, quand ce voile il est tombé, là, j'ai commencé à apprendre c'est quoi Eretz Israël, mamash. Et voilà. Ah oui, et la réponse aux gens qui disent moi, je suis bien kacha, lo chaser lishum davar, genre, il me manque rien.
au fait que je sois en galoute, et ben le fils du Rav Kook qui répond Veshivatrem et Bagoim. En gros, il dit que la terre, genre, au Chelet Otanou, genre la terre, elle va nous, elle va manger ces personnes-là, genre ceux qui ils se rendent pas compte. Mais il y a des gens qu'ils veulent vraiment venir en Israël. Bémet, qui est à Ratson. Et c'est pour ça que je ne parle pas des parents, parce que eux, ils ont déjà leur. Enfin, ils sont construits financièrement, ils peuvent pas tout lâcher comme ça, la parnasse et tout. Mais quand je parle des enfants, je parle juste de la continuité. Je parle juste de cette génération-là, du futur. C'est le Dor à Géoula, c'est la génération du Géoula. Et pour avoir la Géoula, c'est mieux d'être au plus proche de la Géoula, c'est-à-dire en Israël. Et voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, mon enfant, moi, je peux pas, mais toi, vas-y. Moi, c'est dur pour moi, mais vas-y, toi, vas-y. Moi, je t'encourage à y aller, je vais t'aider et tout, même si ça va pas être facile. Voilà, moi, c'est pas possible pour moi, et ça, je le comprends. C'est pour ça que le cours ne s'appelle pas Allez venir habiter en Eretz Israël. Je dis, vos enfants, conseillez-les pour qu'ils viennent en Eretz Israël et aidez-les psychologiquement, plus qu'une aide matérielle et financière. Aidez-les psychologiquement. Voilà. Et après, ce qui est très très beau, il parle de Israël comme relation entre l'homme et la femme, et il parle de Mouracha et Meoreset, et aussi sur la roupa quand on dit les Kiddushim et les Girousim. Je ne sais pas si vous voyez, mais à chaque fois il y a écrit Eretz Israël, et ça revient en Eretz Israël. À chaque fois ça parle d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en France qui se marient en Israël. Shalom, mais l'Avdil, mamash l'Avdil, vraiment pour faire la comparaison, il y a des gens qui disent moi je me rappelle, j'avais dit cette phrase aussi quand j'avais fait le cours sur Srout, la Gour, Eretz Israël. Les gens ils disent moi, je veux juste être entrée en Eretz Israël. Je veux habiter en France, je veux faire ma retraite en France et tout ça, mais je veux être enterrée en Eretz Israël. C'est-à-dire que toi, tu préfères être mort en Israël que vivant en Israël. Tu veux pas avoir cette chance de goûter c'est quoi Eretz Israël. C'est... Voilà, mais bon, Baruch Hashem, c'est une misva d'être enterré en Eretz Israël, Baruch. Mais pour t'éviter tout ce bilboulim de trucs et les enfants et comment ils font les trucs, c'est mieux d'être Bamakom. Genre déjà d'être là. Pour aussi que la Géoula elle arrive plus vite, il faut que tous les juifs soient ici. Voilà. Et ah oui, et il a dit quelque chose de très beau dans son cours, le Rav Uri Cherki. Il a dit Yesh lanu akol, chutz mi davar echad. Il a dit, c'est-à-dire on a tout, sauf une chose, haïkar, le principal. Voilà. Et après, il donne un exemple d'un homme. Il dit voilà, genre Frankenstein, il y a un homme comme ça. Il a pas de membres, il a pas, enfin, il est mort comme ça. C'est un corps, mais on arrive à lui faire bouger les bras, on arrive à lui faire ouvrir les yeux, on arrive et tout. Mais il manque le ikar, c'est la neshama. Il manque que juste cette personne n'est pas vivante. Donc c'est la vraie comparaison quoi. C'est un corps sans vie. De Yashlano et Akol, Chutzmi Haikar. On a tout, sauf quelque chose le plus important, c'est le principal en fait. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah oui, il y a écrit dans Bamidbar, parce qu'à chaque fois on me demande c'est quoi les sources et tout machin qu'il faut habiter en Eretz Israël. Il y a écrit vous posséderez cette terre et vous y habiterez. Voilà, Bamidbar. Par exemple, la misbah de Afrashatrala, je l'avais dit quand j'ai fait Afrashatrala dans le désert, c'est Pamidera Banan, Doraïta. Doraïta, ça veut dire de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah de faire Afrashatrala en Israël. Les posquets halacha, ils ont dit on le fait aussi en France. Pourquoi? Pour pas que ça s'oublie. En fait, toutes les mitzvot qu'on fait en France, c'est pour pas que ça s'oublie. Maaser, pareil. Trouma, pareil. Quoi d'autre comme... Il y a un problème en France, c'est que... Non, la Shemitah, pareil, Nahon. Et il y a la Shrita en France, que je me rappelle quand ça faisait grand débat, je me rappelle on écoutait ça à la radio quand j'étais en chemin pour l'école, quand j'étais petite. C'est la Shrita, que oui, l'abattage rituel musulman et juif pose problème dans le pays. Donc à un moment, il y a le problème de la politique du pays et comment toi, tu vas réussir à faire en sorte que ton émancipation, quand je parle d'émancipation, je parle de s'adaptation dans le pays par rapport à ces règles politiques qu'il faut... Les insectes maintenant dans la farine. Ah oui, et les insectes aussi, ça, j'en parle même pas. Et voilà, je vais bientôt finir. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ça fait pas longtemps qu'on fait cours, mais vu qu'on parle de plein de choses hyper importantes et hyper profondes, alors Bezrat Hachem. Et quoi? Ah oui, il y a écrit que même si il y a des milliards de juifs qui sont en dehors d'Israël, il n'y a plus de peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, il est peuple d'Israël que quand il est en Eretz Israël. C'est tout. C'est donné vraiment en mashmaout au Chagim. Vous voyez bien le vendredi quand vous vous baladez en Israël, vous allez dans les cages d'escalier, ça sent hyper bon, les chalotes, le manger. Vous allez à
À la boulangerie, il y a une queue de 10 mètres pour acheter les chalotes, parce que les femmes, elles ont un peu la flemme de faire les chalotes toutes les semaines. Enfin, je sais pas, vendredi, il y a une grosse ambiance. Voilà, moi, je suis pour cette ambiance-là tous les jours. C'est l'ambiance du vendredi, de Yom Kodesh. En France, il y a les poubelles dehors. Ah ouais? Mais comme il disait Ravet Ethan Fison, il dit comment tu reconnais que c'est Shabbat en France, en Israël. Comment tu reconnais que c'est Shabbat en Israël? Comment? Ben, je sais pas. Non, il n'y a que les vendredis sur l'autoroute, il y a des fleurs. Ah oui, des fleurs. fleurs. Semaine, il y a pas. C'est comme ça que tu reconnais que c'est Shabbat. Mamash. Et c'est vrai, en plus, parce que le Rav Ethan Fison, j'ai écouté son cours là aussi, il parle beaucoup de Horod du Rav Kook, et il est à fond sur Eretz Israël et tout ça et tout ça. Mamash, genre j'ai vraiment écouté tout ce qu'il a dit, et il rejoint énormément les propos du Rav Uri Cherki, genre sur ça. Et en fait, si je reviens 2 secondes sur cette problème de Shrita et tout, machin, que c'était un problème, que ça... À chaque fois, il y a un problème avec les Juifs à un moment et tout, et là, abattage rituel. En fait, la relation qu'on a avec Israël et la France, et enfin la galoute, parce que nous, on est des Français, quoi, on est des expats. Je sais pas si ça se dit encore, on est des expats. Mais c'est Irasta la tête tafkid, les Am Israël begalout. Ça veut dire que on a voulu nous donner un tafkid, c'est-à-dire un poste déterminé, le Am Israël en galoute. Ok? On a voulu nous dire, ok, maintenant l'émancipation, ça vient par. Limite, la galoute, c'est devenu anecdotique. Ça veut dire, c'est devenu tellement maintenant normal, c'est devenu une normalité. Normalité, alors qu'on est tous d'accord que de Tunisie, ou de Maroc, ou d'Algérie, ils sont venus en France, mais que c'est une terre de transfert pour venir en Israël. Parce que c'est pas possible de venir en Israël et tout, machin, comme mon grand-père, il a fait le kibbutz, le machin, le truc. Mais c'est ça doit venir de la ratson d'une personne comme Kol Davar. Ça doit venir de la volonté de l'homme, Zébarour. Mais bon, voilà, quand tu vois que c'est devenu une normalité et que c'est devenu un fait anecdotique, maintenant, la galoute, ça fait flipper, ça fait peur. Enfin, voilà. Maintenant, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que je disais? Oui. Bon, Bezrat Hachem, que l'éducation maintenant des enfants, elle repose aussi sur à l'école et à la maison sur beaucoup plus de choses profondes sur Israël. Par exemple, tu leur montres une carte d'Israël, tu leur fais placer pas les villes, mais au moins, regarde, ça dépend quel âge. Mais tu peux vraiment adapter pédagogiquement. Et nous, il y a un gros travail qui est fait. L'agent juif à chaque fois, on dirait elle veut caser à chaque fois l'agent juif et tout. Elle fait la petite pub, mais on essaie de. Je sais que moi, quand j'étais en France, là, ils étaient complètement paumés, ils étaient bien. Enfin, et je voyais que c'était un autre, voilà, à chaque fois je dis Zeinian Chalistakloud Mara, genre c'est vraiment la façon dont tu regardes les choses à travers le miroir, mais aussi le tableau, ça dépend de ta perspective. Si tu es proche du tableau, si tu es loin du tableau, tu vas pas voir la chose de la même façon. Et moi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et c'est en étudiant les thèses du Rav Kook, c'est en étudiant tout ça que, bon, Hachem, on voit que Eretz Israël, c'est un fils-pouce, gadol, mamash, gadol, gadol, gadol. Voilà, après, je vais juste lire un petit truc de Likut Eitzon bon, ça, c'est Rabbi Nathan de Breslev, ok, qui a cité Rabbi Nachman et dit, alors, l'aspect essentiel de la Emouna, qui est synonyme de prière, donc il dit que la Emouna et la prière, ils sont hyper liés, Emouna et Tfila, ok, et des miracles, des nissim, ne se trouvent qu'en terre d'Israël, ok. Alors, lui, c'est marrant qu'il dise ça, parce que, bon, ça, il est aussi de Likut Moharan, mais Likut Moharan, c'est Rabbi Nachman qui l'a écrit, mais Rabbi Nachman, lui, il faut savoir qu'il a tout fait pour venir en Israël. Et quand il est arrivé en Israël, il a mamash ou bacha, genre il a pleuré de honte. Et il s'est dit, franchement, si j'avais su, j'aurais jeté tous mes livres que j'ai écrits jusqu'à maintenant. Voilà. J'aurais tout jeté et j'aurais tout recommencé pour l'écrire avec le Gdusha de Eretz Israël. Pour l'écrire avec la sainteté d'Eretz Israël. Voilà. Et il y a plein de raves comme ça, ils disent, non, moi j'écris rien et tout, j'attends d'habiter en Eretz Israël pour écrire mes livres et tout ça et tout. Même le Rav Kook, quand il a fait son alia, je crois en 1904, et ben... après, il a fait partie de toutes les conférences. En plus, c'était le moment où il parlait d'Israël, que enfin, c'était les Ashkénazes et les gauchos, et c'était compliqué. Il n'y avait rien encore dans le pays. Nous, au Hachem, on ne peut pas se plaindre de tout ça parce qu'on a tout. Donc voilà. Donc il dit que l'aspect essentiel de la Emouna, de la Tfila, des Nissim, c'est en Eretz Israël. Voilà. On sait qu'il y a des gens, quand Chas V'Shalom, il y a une maladie et tout ça, ils viennent jusqu'en Israël pour aller au Kever de Rachel Imenu pour prier Rachel Imenu. Ou ils vont à Tzfat, ils vont à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont à Rabbi Meir Balanes, parce que c'est ici qu'il y a le émet, genre le tachlit. Tachlit, c'est très laid. Très laid, c'est quoi? C'est la couleur bleue. La couleur bleue, c'est quoi? C'est les kippot
les, comment on dit, qui recouvrent les tombes des tzadikim. Nachon, quand on va à Tzfat, quand on va à Méron, les tombes des tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, et ben c'est, on dirait un style marocain comme ça et tout. Et ben c'est bleu. Pourquoi? Pour se rappeler que le tahlit, c'est va très laid. Et ça, c'est dans l'écouter Moharan. Sauf Maaseh, bah marchavatrila. Il parle de la phrase sauf Maaseh, bah marchavatrila, c'est-à-dire que toute pensée, sauf Maaseh, toute action, bah marchavatrila. À un début, c'est la pensée. Toute action, son début, c'est la pensée. On est d'accord que d'abord on pense et après on exécute. Et maintenant, c'est pareil. Et donc, c'est trop beau à chaque fois cette image de trélet et tahlit. À chaque fois, j'y pense et je me dis, c'est canon. Et voilà. Et il dit, la meuf, elle est comme une ouf et tout, machin. Et que l'on peut agir par la prière pour obtenir ce dont on a besoin et accomplir dans le monde des miracles et des prodiges authentiques. Lorsqu'on altère la terre d'Israël, c'est-à-dire que les Kalkelota, on descend en exil et il est plus possible de prier ou d'accomplir des miracles dans le monde. Ça, c'est très très dur. Celui qui accède au niveau de Eretz Israël, donc là, il dit que Zébémet, les Agia Berama, c'est-à-dire c'est vraiment accéder à un niveau, mérite le titre de puissant héros. Ok, on va appeler CF le cours sur héros, cap et tout, machin. J'avais parlé des femmes, que c'est toutes des héroïnes et tout. Car tant qu'il n'est pas parvenu au niveau de la terre d'Israël, il ne doit pas crier victoire. Mais après avoir vaincu, il a le droit au titre d'homme de guerre. Ouais, mamash, Ish Milchama. Ish Milchama, c'est écrit dans les Teilim. C'est un truc de ouf. J'ai envie de vous l'écrire cette phrase. Je la redis. Celui qui accède au niveau de la terre d'Israël mérite le titre de puissant héros. Car tant qu'il n'est pas parvenu au niveau de la terre d'Israël, il ne doit pas crier victoire. Mais après avoir vaincu, il a droit au titre d'homme de guerre. Ouais, mamash. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? On ne peut arriver en terre d'Israël si ce n'est en traversant des souffrances. Et pour l'essentiel, ces dernières sont à amputer aux délateurs, genre il dit aux goïms de la terre d'Israël, qui nous empêchent d'y aller. En gros, c'est quoi les gens qui nous empêchent d'y aller? C'est les gens qui te disent, tu as tout de confort qu'il faut, à Marseille, à Paris, à machin, tu vas pas... Pourquoi tu vas... Voilà. Et en plus, l'enseignement divulgué est entier d'une perfection plus grande, et plus il a des chances de triompher des détracteurs et de se rendre en terre d'Israël. Lorsque quelqu'un emmène un enseignement de Torah à se dévoiler, comme l'écrivain, il a le mérite de soumettre toutes les entraves et souffrances. On dit aussi que, les préceptes du prélèvement sur la pâte challah, en gros, là il traduit, parce que c'est hyper mal traduit dans ses livres, mais en gros il dit que la mitzvah de la frachat challah entérine le droit d'héritage sur la terre d'Israël, car celui qui réalise ce précepte fait resplendir la lumière du mérite des pères, qui grâce à cela permet de dévoiler la sainteté de la terre d'Israël et tout ce qui a été évoqué. Voilà, Bégadol, la mitzvah de la frachat challah s'écrit dans la parashat Shelach Lecha. Shelach Lecha, c'est la parashat des explorateurs. Et avec ça, je vais terminer. La parashat des explorateurs, ils ont dit du mal sur Israël. C'est à cause de ça, des Meraglim, qu'on a tourné pendant 40 ans dans le désert. Ok, c'est une des raisons pour laquelle on a tourné pendant 40 ans dans le désert. Il ne faut jamais dire du mal de Israël. Donc, si on n'habite pas en Israël, d'accord, mais on ne se plaint pas Israël. C'est trop cher, c'est trop machin. Moi, je vous dis, je suis allée en France, c'est aussi très très cher, Zara et tout ça. Et franchement, si c'est la taxe de l'Akdoucha que je paye, alors moi, je veux bien la payer. Voilà, Toda Rabba Lachen. Aux États-Unis, mettre la panoukia avec le sapin pour bien nous intégrer et faire